Elle, c'est ma mère. Elle rêve depuis toujours de voir le lac Titicaca, seulement mon père, c'est pas son truc et donc elle a jamais eu l'occasion d'y aller. Du coup, pour fêter dignement ses 60 ans, on est partis rêver tous les deux en Bolivie. Là, au moment où je te parle, ça fait 2 semaines qu'on est entre 3008 et 5000 mètres d'altitude. Entre les sommets absurdement hauts et les paysages effroyablement inhospitaliers habités malgré tout, j'ai toujours du mal à réaliser tout ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, on s'envole à Santa Cruz de la Sierra, une ville grande mais consensuelle, et peut-être qu'elle m'aidera à redescendre sur Terre, au sens propre comme au figuré. On arrive à Santa Cruz. On n'a plus besoin de PQ. On recommence. Bon, Mams, on est enfin arrivé à Santa Cruz. Et la différence majeure, c'est que on respire. Il y a de l'air. Yann respire. Non, mais on n'est plus essoufflé pour rien, fais pas semblant. J'aime l'altitude, mais je suis contente de plus y être là. Ah non, c'est un bonheur, maman. Tu peux pas dire qu'on respire pas bien ici, c'est trop bien. C'est bien. Santa Cruz de la Sierra, même si c'est la ville la plus peuplée de Bolivie, elle offre finalement que peu de choses à voir. Elle a en effet suscité l'intérêt du gouvernement que lorsqu'elle est devenue un pôle économique important à travers l'agriculture au milieu du XXe siècle. Elle a du coup tous les symptômes de la grande ville qui se développe trop vite. C'est dense, c'est grand, mais ça porte quasiment aucun stigmate de l'histoire, parce qu'au final, ça en a pas vraiment, l'histoire. J'espère que c'est pas une connerie, hein. Ah bah écoute, on va goûter, hein. La street food, c'est du fromage. C'est bon, hein. Pour une fois, c'est pas mal, hein. Ouais. Plein de fromage. Ouais, c'est pour ça que c'est bon, hein. Après, quand je dis que Santa Cruz n'a pas d'histoire, évidemment que je grossis le trait. Elle a une histoire, mais une histoire qui n'a laissé que peu de marques, finalement. Après avoir fait un tour dans le marché artisanal, on est parti sur la place du 24 septembre qui concentre la majeure partie du patrimoine historique de la ville. On y retrouve la mairie et la cathédrale qui entourent une belle grande place piétonne arpentée par des centaines de pigeons et par des vendeurs itinérants de boissons qui vendent des cafés plus corsés que des rails de coke. Cet endroit, il m'a fait ressentir un phénomène que j'ai ressenti quasi partout en Bolivie. Malgré le bordel apparent, c'est étonnamment calme, presque reposant. Je sais toujours pas si j'ai cette sensation parce que je comprends rien de ce que les gens racontent et que je suis qu'un PNJ noyé dans un brouhaha informe, ou si c'est un calme réel, noyé dans une agitation qui n'a d'autre origine que la densité du centre-ville. Je suis ravi de t'annoncer que le fromage argentin, c'est une tuerie. S'en est suivi une de ces soirées méditatives à regarder les marchands en contrebas travailler jusqu'au bout de la nuit sans voir passer un client. Même si la vie dans l'ensemble est très peu chère, je me demande bien comment ils survivent. Je suis pas vraiment un monsieur je sais tout, mais je suis clairement un monsieur je veux tout savoir. Et voir un pays pareil tourner sans que j'arrive à me représenter comment, ça m'irrite autant que ça me fascine. Bah, aujourd'hui, on devait aller visiter un espèce de champ de dunes avec un 4x4 et un guide. Mais depuis ce matin, il pleut, c'est genre biblique, ça s'arrête pas, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Du coup, on a dû annuler. À mon avis, je vais pas avoir grand chose à raconter de cette journée. Il flotte, il flotte, il flotte. Et ça a pas l'air de s'épuiser. En quittant l'altiplano, on a dit adieu à l'altitude, mais on a aussi dit adieu à la quasi-inexistence de la pluie. Ces trompes d'eau qui ne tarissent jamais, comme le puits de Jouvence de Sainte-Gertrude nous l'ont bien rappelé, a transformé le balcon en pédiluve et les rues en rivières goudronnées qui n'invitent pas à la promenade. Pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à apprivoiser un pigeon, Roberto, qui n'avait pas l'air beaucoup plus vaillant que moi ce jour où les touristes italiennes de Saramas sont accaparés les fauteuils à l'avant du pick-up. Au revoir, Roberto. C'était un plaisir. Roberto. Envole-toi. Une fois la nuit tombée, on a enfin pu mettre le nez dehors. On a un peu tourné autour de notre hôtel et de la place de la cathédrale avant de se poser sous le Lockheed Constellation November 2520 Bravo, cet avion qui trône mystérieusement en plein milieu d'un parc dans le centre.
Grande légende urbaine sur fond de commerce de produits de contrebande, il est aujourd'hui connu comme étant l'avion pirate et il alimente plein de fantasmes quant à son histoire. Moi j'ai surtout l'impression qu'il s'agit d'un pissoir géant à ciel ouvert, étant donné tous ces cruceños qui venaient couvrir le mur adjacent de leur délicate urine de veau. Bonne urine chaude de veau. Alors aujourd'hui on a enfin une météo digne de ce nom et du coup on va partir au zoo de Santa Cruz pour découvrir la faune locale. J'ai tendance à pas être un grand client des zoos parce que ça me fait plus de peine qu'autre chose, mais il paraît que celui-là est bien, donc on va espérer que sa réputation soit justifiée. Eh ben tu sais quoi, je trouve que ce zoo mérite sa bonne réputation, surtout à un prix d'entrée si bas. Vu qu'on a passé la majeure partie de notre temps dans les parties montagneuses, on a assez peu profité de la faune bolivienne finalement. Par les flamants roses, les camélidés et les foutues mouettes que je m'attendais pas à voir dans un pays si profondément enclavé. Là, grâce aux zoo, on se rattrape un peu, tu vois. On a vu des perroquets magnifiques, des condors des Andes, des harpies féroces, des tas de singes de toutes les couleurs et de toutes les tailles, des tortues qui flânent, des poules d'eau aux pieds plus grands que ceux de Paris Hilton, des tortues qui bronzent, des piranhas, des tas de poissons amazoniens bizarres dont je peux pas te donner les noms, des léopards majestueux, des crocodiles qui attendent la première occasion de te croquer le mollet, des capybaras posés comme ton pote aux yeux rouges à 4h20 et je vais m'arrêter là parce que je vais t'endormir et tu vas dislike. Très honnêtement, ce zoo était une super expérience, tous les animaux avaient l'air en bonne santé et la plupart avaient même l'air heureux, à part les singes de nature très dynamique et les grands fauves à qui il faudrait un enclos grand comme un pays pour s'épanouir. D'un côté, c'est bon pour leur préservation, mais de l'autre, ils devraient pas avoir besoin d'aide pour prospérer. Ouais, je sais, je réfléchis trop, je devrais juste prendre mon pied et profiter, tu vois, mais faut croire que c'est juste pas comme ça que je fonctionne. Bon voilà, je vais pas te faire un pamphlet à la WWF vu les kilos de viande que je m'enfile toute l'année, mais voilà, ça me laisse songeur. Et je me dis que si même moi je me pose des questions, c'est que le côté sensibilisation fonctionne, et c'est essentiel. Aller au zoo avec ses parents, pour beaucoup d'entre nous, ça fait partie des plus vieux souvenirs qu'on ait. Et là, ça fait 3 semaines et quelques que j'ai convié ma mère à cette grande escapade, et au fond, c'est pas différent, c'est juste plus élaboré, disons. Je vais pas essayer de te faire pleurer en te racontant les relations difficiles que j'ai avec ma mère, tout simplement parce que j'en ai pas des relations difficiles, ça se passe très bien. Ce voyage a réussi à renforcer les liens que j'entretiens avec ma mère, alors même qu'il n'en avait absolument pas besoin. Ça a été un mois rempli de tas de premières fois, des tas de records. Mes premiers lamas, mes premiers alpagas, mes premières vigognes, mes premiers viscachas, les paysages les plus zinzins que j'ai jamais vus, ma première en Amérique du Sud, mon premier steak de lama, ma randonnée la plus haute, mes nuits les plus froides, ma première fois dans un désert. Et surtout maintenant, j'ai la certitude que ma mère est solide comme un bulldozer, et j'ai hâte de remettre ça en Argentine avec toi. J'aurais pu m'arrêter ici, mais je vais laisser la parole à la principale intéressée pour conclure cette série de vidéos très spéciale, pour elle comme pour moi. Difficile de retracer en quelques mots ces 3 semaines passées en Bolivie. Un dépassement de soi, des nuits glaciales du sud Lipèze au volcan de Sarama, des couleurs et des odeurs des marchés locaux de Sucre, El Alto à La Paz et Santa Cruz de la Sierra, du taxi pourri vers le Crétacico au bus de nuit direction Uyuni, du 4x4 brinque-ballant d'Edwin, filant dans le Salar au bateau voguant vers l'Isla del Sol sur le lac Titicaca, d'une Virgen del Socavón surplombant majestueusement Oruro au rooftop ensoleillé de Copacabana, d'un jus de fruits frais absorbé, perché sur des tabourets hauts à l'abri d'un péristyle, au café gâteau choco-banane bien mérité au 5e étage d'un clocher d'une église. De voie lactée en voie lactée, qui ne manque pas de rivaliser avec les couchers de soleil incroyables de la Recoleta ou de l'Isla del Sol, d'une recherche de souffle à la vue de 3 marches d'escalier, d'un sommet à atteindre et d'un semblant de sentier qui n'en finit pas de monter. D'un autochtone te regardant fixement de ses yeux de lama aux cholitas de l'altiplano, un coup de massue à mes idées reçues, une expérience sud-américaine. J'ai réalisé pleinement, vraiment et absolument quand Yann nous a présenté le premier épisode de notre voyage en Bolivie. Je me suis vu, j'ai trop aimé. J'ai compris que ce voyage que m'a offert mon fils serait à jamais ancré dans ma mémoire.
J'ai eu beaucoup de chance de cheminer sur les traces de Simon Bolivar dans ce pays extraordinaire. Même maintenant, plusieurs mois après être rentré sur ma terre de France, j'en rêve encore.